Bien, ben écoutez, bonjour chers amis. Donc, je vous accueille aujourd'hui dans le numéro 111 de nos webinaires, qui est consacré à un sujet dont on commence à parler, qui touche à ce qu'Apple appelle l'informatique spatiale. Donc, c'est un thème qui n'est pas très très couru aujourd'hui, mais qui, à mon avis, devrait poser quelques soucis dans quelques années. Parce que je pense qu'on joue un peu les apprentis sorciers. Alors en gros, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne cette informatique dite spatiale dans laquelle on met des casques sur la tête, de plus en plus performants. Et donc on va le voir avec le Vision Pro donc d'Apple, qui est quand même un monstre de technologie, un monstre de prix aussi, parce que à 4500 dollars américains, c'est quand même pas donné, hein. Et donc c'est une espèce de nouvelle ère qui fait suite un peu aux jeux vidéo, qui voudrait que nous utilisions donc ces équipements toute la journée, avec ce machin sur le crâne, pour effectivement faire notre métier, donc pas notre métier du TI bien sûr, mais notre métier dans d'autres domaines que l'on va voir d'ailleurs un peu par la suite. Euh, Moi, je suis convaincu de deux choses. La première, c'est qu'effectivement, cette technologie dite de spatial computing, c'est quelque chose de très utile, mais alors, à quel prix? Et donc, je vous montrerai donc, en fin de cette présentation deux natures finalement de désagréments, de désavantages de cette technologie, qui sont à la fois des évolutions désagréables et physiques, entre autres sur la vision, on va voir, hein, mais à mon sens, surtout psychique et psychologique. Parce que en accueillant cette technique qui nous fait rentrer d'une manière immersive, comme on dit, dans un monde totalement artificiel, construit, je pense que c'est aussi dangereux que d'utiliser ou de pratiquer une drogue dure. La première fois, non. Alors je sais bien qu'il y a des personnes parmi vous qui vont me dire, bah non, il est contre tout, mais non, c'est pas ça. C'est simplement que avec le temps, à force de peut-être de s'habituer à abandonner un espace réel pour entrer dans un espace virtuel, eh bien, ça peut entraîner des conséquences qui, à mon avis, donc, pourraient être très graves. Et certaines de ces conséquences, je les ai vues de mes propres yeux sur des personnes réelles qui avaient un comportement un peu bizarre et pour certains d'entre eux relativement proche de la schizophrénie. Alors attendez, excusez du peu, c'est pas n'importe quoi. On parle quand même de pathologies qui sont des pathologies relativement graves, évidemment. Bon, alors, je pense que vous ne serez pas forcément d'accord donc de mon avis, hein, vous ne serez pas forcément de mon avis. Alors, que pensez donc de l'informatique dite spatiale, comme l'appelle donc Apple? Alors, je vous donne un petit peu le sommaire que nous allons suivre, hein. Je rappellerai un certain nombre de choses que pour certaines, j'ai déjà eu l'occasion de vous les présenter, hein. Pourquoi est-ce que se plonge aujourd'hui dans le virtuel? Je pense qu'effectivement, ça peut être utile. Mais je pense aussi que c'est une volonté des plateformes et que ben, il faut vendre des solutions, il faut recréer des nouveaux produits. Donc, quand on s'appelle un fabricant tel que Apple, et donc maintenant, l'iPhone, peut-être qu'il est en train un tout petit peu de s'essouffler, et peut-être qu'il faut trouver quelque chose d'autre. Mais comme je l'expliquerai un peu plus loin, je pense qu'on n'est pas, on n'est plus dans du temps de Steve Jobs et qu'on ne peut pas nous faire avaler n'importe quoi. Et je crois qu'il est préférable de dire, d'accord, il peut y avoir de l'intérêt à rentrer dans un monde virtuel qui effectivement va nous apporter un plus dans certaines conditions professionnelles, mais il faut savoir quelles sont les conséquences qu'il y aura derrière, et en particulier donc physiques et psychiques. Alors, qu'est-ce que l'informatique spatiale? L'informatique spatiale, on le verra, c'est avant tout
une nouvelle génération de casques. Donc de casques, ce sont des casques virtuels avec, un écran à l'intérieur. Ce que je trouve d'ailleurs quand même assez extraordinaire, c'est que ces outils sont censés, et c'est ce qu'ils font, nous recréer dans un espace fermé, qui est celui donc du casque, à la fois ce que je verrai très bien avec mes propres yeux, plus des éléments ajoutés, ce qu'on appelle de l'informatique augmentée. Alors, je veux bien admettre qu'on puisse reconstituer d'une manière artificielle beaucoup de choses, et en particulier des endroits où ne fait pas bon vivre, hein, des endroits dangereux ou des endroits extrêmement polluants. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans, de vouloir recréer dans un espace fermé ce que je vois très bien avec mes yeux. Ça me paraît très curieux, hein. Donc on va parler de cette informatique, on va la définir. Hein. C'est quoi l'informatique spatiale? Et c'est ce monstre avec 12 caméras hein, dans un Vision Pro. C'est complètement hallucinant. Bien, on va regarder donc ce que sont. Alors pour moi, si vous voulez, il y a deux filières. Ça aussi, j'ai eu l'occasion donc de l'évoquer. Il y a la filière des lunettes. Mais alors là, les lunettes, on voit quand même ce qui se passe devant, enfin, en principe. Et puis, vous avez les casques. Et dans les casques, vous avez également plusieurs catégories donc, de casques. Quand on parle d'informatique spatiale, au sens où on l'entend chez Apple avec le Vision Pro, eh bien, ça veut dire, là, on est véritablement dans le très, très haut de gamme. Hein. Mais euh, il est à peu près certain que les lunettes, comme je l'avais dit, eh bien, sont susceptibles d'évoluer suffisamment à la fois au plan esthétique et on va dire au plan des constituants pour effectivement apporter un plus. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très beau et alors c'est vrai qu'il y a le syndrome de Google hein, qui s'est complètement planté, disons, sur ce sujet, mais j'ai toujours pensé également que Google avait défriché le terrain. Et qu'en fait, ces lunettes sont les fameuses glaces donc, de Google, étaient un équipement qui anticipait sur ce qu'on pourrait avoir donc demain. Donc moi, je vois quand même deux filières, mais l'informatique spatiale, c'est plus donc, des produits donc, de très haut de gamme que des lunettes. Bien, on va regarder le symbole du Vision Pro, donc je vous dis tout de suite que Apple est en train de réduire la production. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de succès. C'est pour ça que je parle du syndrome donc, de Google et qu'on retrouve un petit peu les mêmes problèmes qu'avec les glaces. Alors, il va y avoir bientôt, en tout cas, ça sera probablement pour 2025 ou alors peut-être au début 2026, une nouvelle version de Vision Pro qui va être matinée d'une intelligence, bien entendu, artificielle, que ne ferait-on pas si on n'avait pas l'IA avec nous. Hein. Donc une nouvelle version qui sera sans doute moins chère, parce que vraiment c'est un prix exorbitant, hein, et qui pourrait faire des choses quand même relativement intéressantes. Alors, l'intérêt de cette présentation que je fais aujourd'hui, alors je suis, encore une fois, je suis de bonne foi. Parce que je suis toujours inquiet de voir qu'on va pratiquer des technologies nouvelles sans se préoccuper de ce que ça peut avoir comme conséquence. Ça fait depuis la nuit des temps. Hein, mais à la limite, on peut peut-être ne pas se précipiter donc là-dessus. Donc les troubles physiques liés au virtuel, hein, liés donc à cette informatique spatiale. Et je prendrai le cas particulier donc de la lumière bleue. Alors on avait évoqué la lumière bleue quand on a parlé des smartphones, parce que c'est vrai que ce sont des longueurs d'onde qui sont en bas hein, du spectre, hein, plus proche, on va dire, du 0,4 micron que du 0,8. Euh, on est là, et ça, cette lumière bleue, eh bien, a des conséquences qui sont curieuses et des conséquences qui sont assez désagréables. Alors, on connaît les inconvénients de l'ultraviolet. Vous voyez, on connaît les inconvénients calorifiques, entre autres, de l'infrarouge, hein, au-dessus de 0,8 microns. Mais là, on est dans le spectre visible. Et donc, le spectre visible, c'est-à-dire qu'après tout, on reçoit en permanence. Mais là, il y a une émission de lumière bleue qui était déjà constatée avec les iPhones et qui est aujourd'hui, alors vraiment infiniment plus élevée avec donc des casques dits d'informatique spatiale. On va regarder également, et je crois que c'est surtout ça qui est important,
les fameux troubles psychiques que l'on voit apparaître et qui sont de plus en plus fréquents. Et j'ai constaté il n'y a pas longtemps un phénomène qu'on appelle la dépersonnalisation, dont je vous disais tout à l'heure qu'il est relativement proche d'ailleurs de la schizophrénie. Alors c'est pas aussi marqué que la schizophrénie, mais quand même, c'est un peu ça. C'est un dédoublement de personnalité et je l'ai constaté sur une personne qui se perdait entre ces deux mois. J'ai 2 mois. Le fait de vivre des journées entières sous le casque, eh bien vous finissez par être deux personnages. Il y a le personnage avec le casque et puis le personnage sans le casque. Et ça a des conséquences incroyables sur le comportement de certaines personnes qui sont fragiles. Je ne dis pas qu'on va tous être frappés de dépersonnalisation, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il y a simplement un risque. Or, chers amis, étonnez-vous quand même de voir que, un, le cadre légal est inexistant dans ce domaine, il n'y a rien. Bon, ça commence à venir dans certains pays, hein, mais c'est quand même relativement inexistant. Disons, c'est insuffisant. Je ne vais pas être trop méchant, c'est insuffisant. Oui, c'est quand même incroyable donc de voir que l'on se précipite là-dessus sans donc se préoccuper. Et puis, donc, le vide sidéral donc, de la législation, et puis surtout, la médecine n'est pas concernée par ça. Si vous allez dans un hôpital en disant je souffre de dépersonnalisation parce que j'utilise un casque, bon, je suis pas sûr qu'on va vous écouter. Et pourtant, c'est la réalité. Moi, je suis tout à fait convaincu parce que ces technologies, on va dire, d'informatique spatiale ajoutées à d'autres technologies que l'on voit apparaître maintenant, eh bien, elles seront gravissimes demain. Et il faudra donc que la médecine, en particulier la médecine professionnelle, puisse s'adapter. Mais donc, il faut s'y prendre un tout petit peu à l'avance. Là, il y a un manque quand même est inquiétant. Bon, donc les troubles psychiques, et on parlera donc du vide sidéral, donc de la législation. Alors, pourquoi se plonger dans le virtuel? Moi, je suis d'abord à peu près convaincu que c'est aussi et largement une question de génération. Les générations X, Y, Z sont nées là-dedans, donc si elles n'ont pas leur iPhone sous leur oreiller et si elles ne passent pas leur vie sur les réseaux sociaux, elles sont malheureuses. Je ne suis pas ces générations, vous l'avez noté, hein, et moi je ne suis pas convaincu, disons que je m'en passe très bien, hein, le réel par rapport au virtuel. C'est la même chose d'ailleurs, j'évoquais il y a encore très peu de temps, quelques heures, vous voyez, euh, la différence qu'il y avait entre les gens qui apprennent sur un écran, avec ou sans casque, hein, qui apprennent quelque chose sur un écran par rapport à ceux, plutôt d'ancienne génération, qui, eux, pour apprendre, ont besoin d'avoir une feuille de papier. Une feuille de papier sur laquelle ils écrivent ce qu'ils voient. Mais le fait de réécrire quelque chose, eh bien, ça doit provoquer probablement quelque chose dans le cerveau, ça facilite donc la compréhension. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de coupure de génération entre les jeunes d'aujourd'hui, les trois générations en gros, si vous voulez, jusqu'à 35 ans à peu près, hein, où ils se font très bien donc avec le virtuel, et puis les autres qui bon, disons, qui ne sont pas très bien. Voilà. Bon. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on se plonge dans le virtuel? Il y a quand même des choses qui sont assez démentes. Regardez, la modélisation des espaces virtuels. Vous savez, le fameux Second Life, qui existe déjà depuis au moins 10 ans, hein, presque 10, 15 ans. Ça marche absolument pas. Écoutez, vouloir vivre dans un espace virtuel avec des avatars qui se promènent, qui vont visiter des choses, non, mais c'est honnêtement, d'abord, techniquement, alors c'est vrai que ça commence à s'améliorer, je veux bien l'admettre, mais c'est pas non plus des plus aboutis, hein, faut quand même le dire. Et bon, donc ça a été un échec, hein, avec le Second Life, qui avait d'ailleurs sa propre monnaie, rappelez-vous, hein, et donc bien, ça n'a pas fonctionné, mais c'était donc un prétexte. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est une forme de virtuel. Les prestataires dans le domaine de l'informatique spatiale nous disent demain, de toute façon, vous rentrerez dans les réseaux sociaux avec un casque sur la tête. Je lui dis oui, mais pas moi.
Déjà, j'y vais pas, alors, ou très peu, mais j'irai certainement pas avec un casque. Je ne vois pas ce que va m'apporter le casque, hein, si ce n'est de voir des avatars. Bon. Donc, mais c'est comme ça. C'est une habitude qui a été prise par les usagers aujourd'hui, qui, je crois, fait beaucoup plus de mal que de bien. Vous me direz, je suis de mauvaise foi en disant ça, je veux bien le reconnaître. Mais c'est quand même assez vrai. C'est la peur de l'environnement. Vous remarquerez, comme moi, et ça j'ai eu l'occasion de le dire, que beaucoup de jeunes aujourd'hui, bien qu'ils s'en défendent, eh bien, sont extrêmement introvertis. Et en gros, comme la vie est beaucoup plus difficile pour eux qu'elle a pu l'être auparavant, en particulier au plan professionnel pour trouver du travail. Donc ils ont peur du monde réel. Ils ne veulent plus affronter le monde réel. Et pour eux, le virtuel, alors si en plus vous avez un casque pour ça, eh bien le virtuel est un excellent moyen parce que là vous ne trouvez que des choses qui vous plaisent puisque vous pouvez constituer éventuellement votre propre environnement. Bon, je pense que c'est assez ennuyeux et je serais très curieux de savoir ce que donneront les réseaux sociaux sur ces générations-là, hein, qui ont 15, 20, 25 ans maintenant, dans 30 ans. Après tout, ça peut être au bout un grand nombre d'années qu'on peut trouver des conséquences psychiques qui seront probablement très désagréables. Bon, le télétravail et le Covid, hein, alors, bon, ça, on commence maintenant quand même avoir considéré que c'est un peu du passé, mais il y en aura d'autres, hein, probablement. Le télétravail, on s'y est fait. On a fini par s'y faire un peu contraint et forcé, mais il y a quand même un retour aujourd'hui. Alors ça vient bien entendu des employeurs et qui disent maintenant il faut revenir au bureau, mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux chez eux. Parce qu'ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le contexte qui leur convient pour pouvoir travailler. Donc, il y en a beaucoup qui reviennent. Donc, c'est toujours pareil. C'est une question, en gros, de, on va dire, de génération. Alors, les jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, le spatial computing, l'informatique spatiale, c'est la conséquence, c'est la suite des jeux vidéo. Des jeux vidéo qui ont fait des drames parmi les jeunes. Alors, il y a pas eu que des drames, bien entendu, mais ça a provoqué, donc, à mon sens, quand même, des catastrophes. Et tout ça, ça vient aussi de quoi? Eh bien, de cet Internet, qui est un immense donc réseau qui a un succès absolument prodigieux. Donc, on rentre maintenant, chers amis, dans le virtuel, j'allais presque dire contraint et forcé, parce que ce sont des plateformes, je n'allais pas dire les GAFAM, mais c'est un peu vrai quand même, contraint et forcé par des prestataires qui voient là un moyen d'évolution pour vendre des produits et vendre donc des prestations. Alors, pourquoi le spatial spécifiquement? Un spatial, on voit c'est le haut de gamme, hein, avec donc des équipements qui sont absolument invraisemblables, d'une complexité et surtout d'un abouti technologique absolument extraordinaire. Alors, on rappelle, hein, je donnerai quelques. Là, ici, c'est globalement. On va rappeler quand même il y a quelques applications, on va dire, professionnelles. Hein. Bon, on peut effectivement multiplier, comme on dit aujourd'hui, les expériences sans bouger de son siège. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est une bonne chose, ça? Est-ce que le fait de ne plus aller nulle part, est-ce que c'est une bonne chose? Déjà que le tiers de la population souffre d'obésité, alors qu'est-ce que ça va être demain? Je ne comprends pas ce besoin de devoir rester donc immobile. Mais enfin bon, on augmente donc les expériences. Bien. On peut avoir donc des applications que je vais voir un peu plus loin, donc dans l'éducation, dans l'architecture, dans la médecine, on y reviendra. En fait, c'est aussi le spatial, l'accès à toute la panoplie des prestations que vous avez sur Internet et qui sont globalement. Est-ce que je compare ça donc à un livre? Je lis un livre, mais moi je voudrais lire toutes les bibliothèques. Sauf que je lis un livre, je plonge dedans et j'en lis pas 45 à la fois. Vous voyez, j'en lis un à un moment donné. Là, on voudrait tout faire en même temps. Je crois que on n'est pas fait pour ça. Enfin bon, c'est la recherche de l'anonymat. On parlait donc des populations qui aujourd'hui sont très très introverties, c'est vrai. Moins d'inhibition. Hein, on parlait ces jeunes gens, ces générations jusqu'à la génération Z, qui ont un comportement très introverti, eh bien là-dedans, certains psychologues, j'allais dire psychiatres, disent que c'est une bonne chose pour supprimer les inhibitions. Mais je ne suis pas d'accord du tout.
Alors, ça peut exister, ça peut arriver, mais ceux qui ont peur du vide, bah, ils auront peur du vide également dans un casque d'informatique spatiale. Ceux qui n'aiment pas les serpents, eh ben, ils auront toujours aussi peur. Alors, il y aura peut-être des cas pour lesquels effectivement ça marchera, mais globalement, ça ne marche pas. Des nouvelles émotions. Alors, il y a toujours des fous furieux qui ont envie de découvrir des choses nouvelles, hein. Bon. C'est une manière donc de se comporter également pour les générations actuelles, hein. C'est comme ça. Si vous n'avez pas un casque sur la tête en permanence, c'est que vous êtes vraiment un ringard, un réac, vous voyez, juste bon. Donc pour être génocidé. Enfin, j'utilise ce mot, on ne devrait pas d'ailleurs. Euh, c'est aussi pour les entreprises un bon moyen pour des questions financières qu'on a évoquées, hein, avec les métavers, c'est-à-dire de reconstituer des environnements professionnels qui vont permettre aux gens de se déplacer, d'avoir des réunions, etc. Et je vous avais d'ailleurs dit que ce qui est très bizarre, c'est que on commence à voir maintenant, mais tout doucement, hein, on commence à voir maintenant des entreprises dans lesquelles certains employés eh bien, vont au bureau pour pouvoir avoir des expériences de réalité virtuelle. Bon, quelque chose quand même qui me paraît quand même un peu curieux, mais souvent c'est comme ça. Bon, très bien. Et donc c'est le royaume, le fameux royaume de la mobilité, c'est le ATAWADAC, hein, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content and Any Customer. Ben voilà, c'est any tout ce que vous voudrez maintenant. Ça devient la norme. Vous êtes Superman, vous êtes Superwoman, le monde vous appartient, grâce à quoi? Au casque. Alors bon, maintenant, les ingrédients qui ont permis d'arriver à cette informatique spatiale. Là, vous voyez sur votre écran, vous voyez donc un Vision Pro, hein, donc une espèce de monstre là que vous avez sur la tête, hein. Quelles sont les raisons, quels sont on va dire, les équipements, les outils, les ingrédients qui ont permis d'arriver à ça? Car il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est bluffant. Quand vous avez passé une demi-heure avec un Vision Pro, alors il n'y a pas beaucoup d'applications aujourd'hui, hein, et à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup demain, mais bon, c'est quand même bluffant. Vous avez vraiment l'impression d'être parti sur la planète Mars. Hein, vous avez perdu vos repères. C'est assez extraordinaire, hein, alors, les ingrédients, c'est quoi? Ben, c'est des capteurs. Avec votre casque, vous allez capter tout ce qui se passe autour de vous, en termes de luminosité, en termes vous voyez, de température, vous voyez, vous voyez, on a des capteurs maintenant qui sont à notre disposition. Vous avez dans ces équipements d'informatique spatiale, vous avez donc des moyens pour récupérer donc les informations. L'intégration, donc fameuse intégration immersive, qui moi me fait très peur, et qui est donc la raison même du Vision Pro et des outils de haut de gamme donc d'informatique spatiale, c'est ça, c'est donc l'intégration immersive. Vous perdez complètement les repères. Il y a une compagnie de cinéma qui se trouve à Hollywood, qui est donc Universal Studios. Ils ont une visite de leur plateforme dans un petit autobus. Et à un moment donné, alors on visite, hein, à Los Angeles, hein, on visite, et à un moment donné, l'autobus s'arrête et tout devient noir. Vous êtes enfermé dans une espèce de cigare, de gros cylindre, tout noir. Donc là, exactement les conditions donc d'un casque d'informatique spatiale. Et à ce moment-là, l'entourage du bus se met à tourner. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous tenez au siège. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous prenez pour vous les mouvements qui ne sont pas vos mouvements, mais pourtant vous les prenez. Donc vous vous tenez au siège. Donc on voit ça très souvent quand vous êtes dans une gare, que vous voyez votre train est arrêté et vous voyez un train qui commence à démarrer. Vous avez l'impression que c'est vous qui démarrez. Et c'est ça l'intégration immersive, c'est-à-dire que ça vous fait perdre complètement tous les repères. Et ça peut être évidemment extrêmement dangereux. Alors ça peut être une simple simulation, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et grâce à tous les capteurs que l'on va pouvoir mettre en œuvre, évidemment, on a des choses qui sont assez bluffantes, hein. On va utiliser bien entendu des outils de localisation géographique, parce que ça peut se faire sur des étendues importantes. Regardez les jumeaux numériques. Alors,
je donne ici j'anticipe un peu sur quelques applications, mais on ne va pas trop insister là-dessus. Les jumeaux numériques, c'est quoi? Ben, c'est la reconstitution dans votre casque connecté à une application quand même, hein, mais on vous remet dans votre casque euh, quelque chose, une scène qui peut être dangereuse, vous voyez, telle que mettons, un réacteur nucléaire pour faire la maintenance, pour faire des choses, eh bien vous reconstituez ça, eh bien vous êtes dans le réacteur nucléaire. Bon. C'est donc ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est-à-dire des installations physiques et virtuelles, mais qui sont les mêmes, alimentés par des capteurs, ouais, comme ces capteurs, on les retrouve maintenant partout, hein, alimentés par les capteurs, de manière à vous reconstituer dans votre casque eh bien, les mêmes conditions exactes qui se passent dans le réacteur nucléaire ou dans une plateforme pétrolière, etc. Bon. Alors, aujourd'hui, donc, les outils que l'on va voir, hein, sont des outils qui sont capables quand même d'interpréter maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là du point de vue de l'interface, hein, capable d'interpréter des dizaines, voire même des centaines de mouvements. Mais la réalité oblige à dire que, à part trois ou quatre mouvements que l'on peut faire avec les mains, en gros, hein, c'est pas quelque chose de très très utilisé. Et ensuite, ce sont les développeurs des applications qui vont mettre en œuvre donc ces caractéristiques, on va dire, d'interface. Bon, et puis la réalité augmentée. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant, mais on n'est pas obligé de forcer trop le destin. En Angleterre, il y a une ville qui s'appelle Hastings. Hastings, c'est là où en 1056, vous saviez bien sûr, s'est passée la bataille de Hastings qui opposait donc Guillaume le Conquérant, le Normand, aux Saxons donc de Harold le Saxon. Il y a quelques années, quand vous visitiez, il y a eu une bataille entre les deux armées. Quand vous visitiez ça, ben vous aviez des commentaires audio. Maintenant, c'est plus comme ça. Vous pouvez louer donc on va dire une immersion dans la bataille. Une immersion dans la bataille. Et je dois reconnaître quand même que c'est assez fou. Alors vous voyez les troupes bretonnes sur la droite qui attaquent, les Normands qui attaquent au milieu, et puis les Saxons donc qui se défendent. Et puis ça va à la mort de Harold le Saxon, qui prend une lance dans l'œil, ce qui n'est pas très agréable évidemment. Donc il en est mort, ses troupes s'en vont. On est en 1056 et c'était donc la création de la dynastie britannique telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Et je trouve ça assez fascinant, cette espèce de rapprochement entre l'histoire et des technologies ultra modernes telles que, on va dire, l'intégration immersive. Et vous commencez à les trouver beaucoup dans l'industrie. Hein. Bon, on va le voir un peu plus loin maintenant. Dans navigation et transport, dans tout ce qui est éducation et formation. Alors, éducation, je suis très réticent parce que je pense que l'enseignement, c'est pas ça. L'enseignement, c'est un rapport entre celui qui apprend et celui qui enseigne, hein. Un rapport qui est très proche, hein. Je ne suis pas certain qu'on puisse le reproduire avec un équipement donc d'informatique spatiale. Dans les loisirs, évidemment, quand on veut visiter donc des scènes pour partir en vacances, dans le domaine de la santé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir encore, ou dans le domaine de l'architecture. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits, il y a plein de choses, mais il ne faut pas en abuser encore une fois. Et puis on n'est pas obligé nécessairement de faire on va dire de l'intégration immersive totale au risque donc d'avoir des soucis. Alors, très vite maintenant, parce que ça, on l'avait un petit peu dit déjà, hein, donc les lunettes. Alors les lunettes, alors, c'est plus les lunettes telles qu'on les a connues auparavant. Google avait lancé donc ces lunettes, hein, vous vous rappelez, les glasses, donc il y avait des caractéristiques avec des caméras sur les bords, avec voyez, un affichage sur un écran virtuel qui se trouvait donc quelques centimètres devant les yeux. Bon, trop cher, ça n'a pas fonctionné. Mais des lunettes de réalité augmentée, alors on est vraiment au bas de gamme, on va dire, de l'informatique spatiale, mais pourquoi pas quelque part? On peut penser également que l'apport on va dire des données et des objets que vous superposez donc à la vue que vous avez, c'est pas plus idiot que de reconstituer artificiellement une vue que vous pourriez très bien voir autrement, quand vous avez un casque sur la tête. Bon, ça vous connaissez, donc on commence à les trouver.
On voit des applications quand même, des applications donc, avec quelques inconvénients déjà hein, pour ces lunettes, mais là encore, je passe relativement vite. Hein. On peut filtrer la lumière bleue, ouais, c'est l'éternel ennemi. Hein. On peut passer des appels téléphoniques, appelle-moi machin, appelle-moi machine. Bon, je n'arrive pas à être ébloui par le côté fabuleux de cette opération. Appelle-moi machin. Alors c'est vrai que maintenant, quand on parle d'intelligence artificielle, on dit on a une interface donc orale qui est décodée. C'est vrai, mais ça, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour ça, on le faisait depuis assez longtemps. Les affichages tête haute, hein, des haut-parleurs intégrés, les connexions directes entre vos lunettes et puis l'iPhone ou l'Android, hein, des conversations tellement passionnantes que vous voulez les enregistrer, record et vous enregistre tout. Bon, le suivi, alors ça c'est très la grande maladie du siècle, hein, c'est le suivi du comportement physique. Hein. Je dois faire 3817 pas dans la journée pour être en bonne santé, et on m'avertit que j'en ai fait que 3812, il m'en manque 5. Il y a un côté quand même un tout petit peu ridicule là-dessus. Bon, on peut aussi faire de la génération. Hein, comme dont on parle maintenant avec les fameuses générations IA. Donc on peut générer des choses en disant, voilà, bah, tu vas me générer une belle image avec ceci ou cela. Bon, en fait, les lunettes ne servent en gros que d'interface. Hein. Bon, réalité augmentée, on peut ajouter donc des ingrédients, on va dire, contextuels là-dedans. On peut dire, tiens, mais ceci, c'est une jolie fleur. Mais c'est quoi cette fleur? J'arrive pas à me souvenir de son nom. C'est une marguerite, vous répondra donc les lunettes. Là, c'est une chose qui me choque profondément. Vous me direz, c'est peut-être une question de génération. Mais ça me choque pourquoi? Parce qu'encore une fois, la connaissance, elle ne sert à rien. C'est le voyage pour aller vers la connaissance qui est important. La connaissance, bon, très bien, mais c'est pas ça qui est important. C'est le voyage. Donc, si vous avez une fleur et vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, vous cherchez. Le fait de chercher, vous allez vous rapprocher de cette fameuse fleur, et donc peut-être éprouverez-vous d'ailleurs quelques difficultés pour y aller. Et c'est ça qui est important. Et je pense que tous ces outils, à commencer par des lunettes étendues, des lunettes d'intelligence spatiale, on va dire, eh bien, elles vont à l'envers de ce qu'il nous faudrait. On accède à la messagerie, donc on peut les lire donc en audio, des lecteurs de QR code. Ouais, c'est plus vraiment des lunettes, hein. C'est vraiment, mais c'est des lunettes très complètes. Mais au moins, je vois encore ce qu'il y a devant moi. Vous voyez, quand je suis dans ma voiture et que mes lunettes n'arrêtent pas de m'insulter parce que je vais trop vite, etc., ou j'ai bu 2 whisky de trop hier, j'aurais pas dû, parce que ça, elles le font, eh bien, au moins, je vois ce qui se passe. Alors qu'avec un casque de réalité, on va dire de réalité d'informatique spatiale, ce n'est plus le cas. Alors, les ordinateurs spatiaux. Alors, je vous disais, ce sont des équipements. Donc, alors, il y en a quelques-uns qui existent maintenant. Le plus connu, bien entendu, c'est l'Apple Vision, Vision Pro, qui va être remplacé donc prochainement. Alors, on peut le dire hein, maintenant, hein, c'est une catastrophe. Hein. Pour Apple, c'est un désastre. Ça marche pas du tout. Les prestataires, les sous-traitants d'Apple ont été avertis qu'il ne faut pas produire autant d'équipements qu'on avait prévu. Ça va au niveau des composants. Donc on voit bien que c'est quand même une bérésina. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez le MetaQuest, c'est un excellent outil. Alors certains le préfèrent, entre autres parce qu'il est quand même beaucoup moins cher. Vous avez le HTC Vive, vous avez le Samsung, vous en avez toute une série. Alors, tous ces équipements ne sont pas comparables. Il y en a qui sont très performants, c'est le cas du Vision Pro donc d'Apple, et d'autres qui sont plus proches, on va dire, de la réalité augmentée, comme pourrait l'être par exemple une PlayStation, mais plutôt orientée vers les jeux vidéo. Alors, ils ont des outils d'immersion, donc on va dire totale, avec extension donc de réalité augmentée. Euh, L'environnement donc est plus ou moins artificiel parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que reconstituer
artificiellement dans votre casque les scènes que vous pourriez voir, hein, eh bien, c'est très coûteux, non pas du point de vue financier, mais très coûteux du point de vue machine. C'est-à-dire que les ressources machines pour fabriquer un espace virtuel, qui plus est en temps réel, qui tient compte de votre position géographique, de vos mouvements, qui tient compte de ce que vous regardez avec vos yeux dans la scène virtuelle, extrêmement consommateur en termes de puissance. D'ailleurs, on va voir juste après que vous avez sur le Vision Pro, vous avez deux processeurs, dont un qui est le fameux M2, qui est un monstre de processeur qui équipe donc les Macintosh les plus performants aujourd'hui. Et puis on a un autre qui s'appelle le R1, qui est pas, enfin, un autre truc monstrueux parce que les besoins sont absolument donc gigantesques. Alors, on a on va dire, cette génération immersive qui est plus ou moins donc reconstituée. On aura plusieurs écrans toujours et avec des lentilles, donc des lentilles de focalisation des images sur nos yeux. Hein. Et donc, on nous envoie les images sur nos yeux et ça nous donne une impression donc de profondeur, donc 3D, qu'il faut le reconnaître, est quand même très, très, très réussi. Et puis, je vous disais, beaucoup de capteurs. Donc, alors, c'est toute une gamme que vous pouvez trouver. Alors, les plus développés sont ceux qui font dans le domaine très professionnel, ça c'est vrai, et puis pour les jeux vidéo. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc, à mon avis, pour les jeux vidéo, ça ne fera qu'augmenter un phénomène qui, à mon sens, a été extrêmement négatif. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Alors, le Vision Pro. Donc, d'abord, c'est bien Apple qui a inventé donc le néologisme de spatial computing, donc l'informatique spatiale. Alors, pour lui, réalité virtuelle, voire réalité augmentée, voire même les métavers, c'était un petit peu léger. Mais à 5 000 € ou à 4 500 $ aujourd'hui, ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est la même erreur, on va dire, conceptuelle que Google, hein, avec ses glaces, et c'est beaucoup trop cher. Surtout, vous comprenez, on est véritablement dans un monde très innovant. Alors déjà que l'innovation est choquante par nature, mais si en plus elle est extrêmement coûteuse, je veux dire, ça sera un obstacle supplémentaire qui sera donc apporté. Alors, vous me direz, on est chez Apple. Alors, chez Apple, on a l'habitude de proposer des prix qui sont absolument délirants. Ça, c'était comme l'avait fait donc Steve Jobs. Il avait commencé donc avec l'iPhone, hein, qui est à un prix qui, à mon avis, ne se justifie pas, puisqu'une grande partie donc de sa fabrication n'est pas coûteuse. Hein. Et donc voilà. Mais c'est comme ça. Chez Apple, on a beaucoup de gens qui. C'est un peu une religion, Apple. Alors j'exagère un peu sur le terme, mais c'est un peu ça. Une espèce de religion sur moi, je suis un fan d'Apple, il est hors de question d'utiliser une machine avec cette espèce de truc qu'on appelle Windows. Bon. Oui, mais c'est comme ça que peut-être on nous impose des prix qui sont quand même un peu curieux. Je vous l'ai dit, le Vision Pro, effectivement, c'est un monstre. Hein. Alors, il a la puce M2, je vous disais qu'elle est le même qu'on trouve sur les Mac les plus puissants, et puis cette fameuse puce à puce R1 qui traite le flux des données en temps réel qui sont envoyées donc par 12 caméras. Alors, vous avez d'un côté le M2 qui fait son travail, et puis à côté de ça, vous avez le R1 qui est encore plus lourd, plus costaud, plus puissant, qui lui traite les flux en temps réel. Et donc, il envoie ça. Il y a 12 caméras, mais il y a 5 capteurs donc dedans. Vous avez 6 micros. Vous vous rendez compte? Alors c'est là que vous pouvez faire de l'informatique spatiale, parce que dit spatial, c'est vraiment du 3D. Donc il faut que le son vienne d'ailleurs quand vous êtes dans votre casque. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'ingrédients là-dedans qui vous reconstituent, donc presque pas parfaitement, mais qui vous reconstituent très bien donc l'environnement dans lequel vous trouvez. Vous avez donc deux caméras externes principales hein, qui vous enregistrent l'environnement avec 23 millions donc de pixels. Et, vous voyez, et qui envoie plus d'1 milliard de pixels par seconde aux écrans du casque à l'intérieur, qui sont des écrans 4K. C'est ahurissant.
Hein. Moi, je trouve ça quand même assez fou. S'ajoute à ça donc deux caméras latérales et puis et des illuminateurs donc infrarouges pour vous éclairer, vous voyez, qui suivent les mouvements des mains. Alors ils auraient dû travailler avec moi, même dans les conditions donc de faible luminosité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Apple s'est lancé donc dans un projet avec le Vision Pro, qui est un projet qui, à mon sens, était mort-né parce que le prix lié, on va dire, au niveau technique qu'il fallait atteindre était forcément trop élevé. Je ne dis pas pour autant que c'est condamné pour le futur, c'est pas vrai. Je ne dis pas ça, mais c'est quand même ce qu'on peut considérer donc maintenant. Bon, les quatre caméras et illuminateurs donc infrarouges qui suivent les mouvements, et donc c'est une grande première. Donc, ils sont utilisés pour, voyez, pour envoyer donc un rayonnement donc infrarouge sur le visage et de manière à reconstituer notre personne. Parce que nous aussi, on se virtualise, hein, à des fins, par exemple, de reconnaissance faciale. Bon. Il y a un système d'exploitation qui a été créé pour ça, donc, le premier du genre, hein, pourquoi pas. Euh, Probablement, alors je n'ai pas les détails techniques de ce système d'exploitation, mais probablement, comme les précédents systèmes d'exploitation d'Apple, il est très matiné, on va dire, d'ingrédients Linux. Non, ça c'est bon. Bon, on va les retrouver, on va le retrouver à mon sens donc prochainement. Mais la question que je pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut supporter un casque aussi brillant soit-il longtemps sans inconvénient? C'est ce qu'on va donc expliquer. Alors, j'ai simplement le rappel ici de quelques applications. Vous voyez, c'est simplement pour les données, les applications industrielles, je l'ai dit tout à l'heure avec les jumeaux numériques, la fabrication dans le domaine de la distribution. Mais le domaine de la distribution, on peut s'arrêter juste un instant. Les gens qui vont à Amazon a pris un bouillon dans ce truc parce qu'il veut absolument tout virtualiser. Mais les gens ont encore besoin de, vous voyez, de toucher les choses, de les sentir, vous voyez, ils ont encore besoin de ça. Après tout, je ne sais pas si ça leur a échappé, mais on est encore des êtres humains. Et vouloir absolument nous virtualiser comme sauf cas particulier, je pense que les jumeaux numériques sont l'un de ces cas particuliers, c'est vrai, ça c'est très utile, mais c'est pas systématique. Alors que Apple avait des ambitions colossales avec donc son Vision Pro. Alors, les troubles maintenant. Les troubles, d'abord, ça s'appelle, par exemple, vous avez les troubles physiques. Quand je parle de troubles, ce sont des troubles liés à une exposition. On peut parler d'exposition ou immersion, ça serait mieux. Immersion donc prolongée à l'intérieur donc d'un casque donc d'informatique spatiale. Les premiers troubles, c'est par exemple ce qu'on appelle les incongruences sensorielles. Là, c'est que lorsque votre cerveau, les oreilles, les yeux n'interprètent pas les mêmes informations de la même manière. Le cerveau, il a compris quelque chose, les oreilles autre chose, et puis éventuellement les yeux, c'est pas forcément des choses très différentes, mais il peut y avoir un décalage. Un décalage, donc, et ça se traduit concrètement, parce que moi je ne vous parle que de choses qui ont été vérifiées, hein, concrètement par des difficultés de déplacement. Lorsque la personne revient dans le monde réel, elle est perdue, elle n'arrive plus à synchroniser ses mouvements avec la façon dont son cerveau donc, les interprète. Ça s'appelle, c'est une incongruence sensorielle qui devient de plus en plus grave au fur et à mesure que vous utilisez donc ces casques 3D. Bon. Alors, le mal des transports virtuels, alors là, vous êtes complètement plongé dans une immersion totale, donc vous allez ressentir ce qu'on appelle donc la cybercinétose. C'est quoi ce truc-là? Eh bien, c'est le mal des transports, mais alors multiplié par 10 voire par 100. Ce sont des malaises, hein, vous voyez, bon, de manière générale, le mal du virtuel. Il paraîtrait, d'après un organisme français qui s'appelle l'ANSES, hein, qui est un organisme donc spécialisé dans la santé, que 30 à 50% des usagers donc sont sujets à ça. Donc ça s'appelle la cybercinétose, avec les conséquences qui sont les suivantes: désorientation, perdu, sensation de malaise très désagréable, hein, des nausées,
Bah, quand même, on n'a pas inventé ces trucs-là pour nous faire vomir quand même. Ouais, donc des vomissements, la tachycardie, ouais, le cœur qui se met à battre d'une manière irraisonnée, salivation, c'est-à-dire que on se met à saliver d'une manière complètement désordonnée et anormale, hein. Et alors, il semblerait quand même que la cybercinétose, donc les symptômes disparaissent en général, on va dire souvent, au bout d'un temps très court, qui est à peu près de 5 à 10 minutes. Mais il y a des gens qui ne s'en remettent pas et pour lesquels il faut un jour, voire 2 jours pour qu'ils s'en remettent. Les troubles de la vision, toujours des troubles physiques, hein, c'est la confusion entre l'accommodation, c'est-à-dire la mise au point du regard, et donc la convergence. La convergence qui est la focalisation des objets sur un objet proche. Quelles sont les conséquences de ça? Bon, il y a des décrochages entre les deux, l'accommodation et la convergence. Eh bien, maux de tête et douleurs oculaires, on a mal aux yeux. Là encore, c'est quelque chose qui a été vérifié. C'est également, donc, en trouble de la vision, la réduction de moitié des clignements nécessaires. Vous savez qu'on cligne des yeux, pourquoi? Parce qu'on lubrifie finalement les yeux. On en a besoin. Mais dans un espace virtuel fermé et donc immersif comme celui d'un casque, eh bien, on le fait beaucoup moins. De sorte que, eh bien, on a des yeux qui s'assèchent, qui deviennent secs. Et donc, c'est pas bon du tout. Là encore, ça peut avoir donc des conséquences. Donc, sécheresse oculaire. Et puis, il y a un autre phénomène sur la vision qui est assez curieux, c'est que les casques ont des anomalies de luminance. Plutôt que de vous envoyer une lumière avec un certain nombre de lumens, hein, qui est l'unité donc de luminance, sur les yeux, eh bien, il y a des variations. Alors, ce n'est pas des variations colossales, on les estime à peu près à moins d'une centaine de hertz, mais ça provoque, là encore, comme c'est fréquent, des migraines, des maux de tête, une grosse fatigue visuelle, voire pour certaines personnes qui sont plutôt prédisposées, des crises d'épilepsie. Vous voyez. Et alors, il se trouve que les personnes les plus à risque, hein, en dehors de ceux qui sont déjà épileptiques, eh bien, ce sont des femmes enceintes, celles qui ont déjà des troubles de l'équilibre. Et c'est pourquoi c'est un symptôme qu'on va retrouver assez souvent, d'ailleurs, sur les personnes âgées, celles qui sont sujettes aux migraines d'une manière assez courante, voire au mal des transports. Mais quand vous regardez bien, c'est quand même très désagréable. Et imaginez donc d'utiliser un casque d'informatique spatiale dans le monde professionnel pendant 5 heures par jour, et ceci pendant 10 ans, je ne vous dis rien sur ce que vous saurez donc dans 10 ans. Et le problème, c'est qu'on s'en préoccupe pas. Vous savez, c'est comme l'amiante, hein. Avant, c'était très bien l'amiante. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de nocif. Eh bien, alors je ne dis pas que ça va être aussi grave que l'amiante, mais il serait nécessaire qu'on se préoccupe de ça, au moins donc médicalement. Ça, c'était donc. Alors, parmi les troubles physiques, il y a donc ces fameux troubles liés donc à la lumière bleue. Alors, je vous rappelle que la lumière bleue, c'est donc, on le voit d'ailleurs sur ce schéma. À gauche, vous avez donc les ultraviolets, donc en dessous de zéro. Vous savez, la lumière visible, c'est entre 0,4 et 0,8 microns, en gros. Les ultraviolets, c'est en dessous, qui sont dangereux pour la vision. Et puis, vous avez les infrarouges au-dessus, qui sont dangereux, eux, pour le dégagement calorifique. C'est pas la même chose. Mais on est dans le domaine visible. Bien. La lumière bleue, elle se situe en bas. Elle est à peu près entre 0,38 donc et 0,45 microns, donc en bas donc, du spectre, hein. Et le risque de la lumière bleue avec le casque, il est amplifié par rapport à un smartphone parce que la source d'émission de la lumière bleue est très proche donc des yeux. Alors qu'en principe, avec un téléphone qui lui-même est générateur de lumière bleue, eh bien, la source est quand même plus loin. Ouais, donc c'est moins dangereux. Et comme l'énergie, comme vous savez bien, la fameuse énergie, donc est inversement proportionnelle à la distance. Si on vous éloignez, eh bien, l'intensité donc des rayonnements diminue avec le carré de la distance. Mais là, non, vous l'avez dans le casque. Alors, c'est plus du tout la même chose, hein. Donc, c'est effectivement dangereux. Ce qu'on appelle la phototoxicité de la lumière bleue, eh bien, elle dépend donc de la quantité reçue par la rétine. On parlait tout à l'heure donc de luminance et la durée de réception, on va dire, d'exposition donc à cette lumière.
Eh bien, alors avec un casque, la luminance est faible, ça c'est vrai. La luminance est faible, mais le risque, il est lié à une exposition qui est longue. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait maintenant des contraintes dans les entreprises en disant attention, on ne peut pas servir d'un casque plus d'une heure, 2 heures d'arrêt, 1 heure, 2 heures d'arrêt. Ce sont peut-être des choses qu'il faudrait faire maintenant. Alors, la fameuse ANSES, donc l'agence donc, de la santé, nous rappelle donc réduction donc de l'acuité visuelle, hein, de cette fameuse lumière bleue, c'est l'augmentation donc du risque de ce qu'on appelle le DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire qui est liée à l'âge. Et donc, ça nous perturbe notre horloge biologique et donc il modifie entre autres ce qu'on appelle la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil. Résultat, on dort mal. Ou on dort pas du tout. Bon, c'est quand même pas bien. Ça, c'est la lumière bleue, hein. Et elle est très concentrée dans les casques du fait de la présence donc des LED et entre autres de la technologie AMOLED, dont je vous rappelle que c'est une technologie fabriquée avec des ingrédients vivants, hein, par rapport à des LED, on va dire, traditionnels. Bon, alors ça, je vous ai rappelé ici donc les inconvénients donc de cette fameuse lumière bleue. Alors c'est donc accentué, bien que, il faut le reconnaître, bien que la luminance qui persiste, on va dire, dans l'espace immersif de votre casque, elle soit quand même relativement faible. Mais peut-être qu'un jour, on aura une luminance plus élevée, et à ce moment-là, on aura donc des inconvénients supplémentaires. Moi, je vous donne un petit peu les clés de tout ça. Ouais, c'est les clés parce que demain, il faudra discuter avec les médecins, peut-être qu'il faudra discuter avec la médecine dans les entreprises, ouais, peut-être ça, et peut-être discuter avec les compagnies d'assurance pour. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein. Donc maintenant, on ne fait que s'y préparer. Alors, les troubles psychiques, maintenant, ça pour moi, ce sont les plus importants. Les troubles psychiques, donc, je les crois hyper dangereux, hein. Et je pense également qu'on n'a pas tenu compte suffisamment donc, de l'expérience des jeux vidéo, comme je vous l'avais donc indiqué, qui ont eu il y a eu beaucoup de jeunes qui sont perdus donc à cause de ça et qui ne sont bien qu'à l'intérieur donc d'un jeu vidéo. C'est pour ça que je parle de drogue. Et pour moi, c'est un petit peu la même approche que pour une drogue. Résultat, ça vous donne quoi? Un gros usage, on va dire, de l'équipement d'informatique spatiale, tel que les Vision Pro, eh bien, ça vous entraîne dans un isolement social. Elle vous conduit, vous isolez par rapport donc, au monde réel, comme je l'évoquais tout à fait au début. Et l'équilibre entre le monde réel et le monde virtuel est un défi permanent. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à les distinguer. Il y a un gros danger, et ça c'est le plus grave de tout, de se perdre dans cet univers visuel qui peut être très, très agréable, très motivant. Ouais, c'est pour ça, c'est une approche comme une drogue. Il faut affronter la réalité. Bon, et ces outils-là ne doivent être que des outils de complément lorsqu'ils se justifient. Ouais, pas toujours. Traumatisme psychologique, hein. Le virtuel n'est pas une garantie contre les traumas, ça je vous l'avais dit, parce qu'on nous le vend tout le temps comme ça. On nous dit, vous avez une application dans un casque, mettez-le, vous avez peur du vide, vous n'aurez plus peur du vide après. Eh bien, je vous dis que c'est pas vrai. Pas vrai. On l'a constaté, c'est pas vrai. Alors, il a pu y avoir des cas, mais je pense que c'est plutôt de l'autosuggestion que véritablement la conséquence de l'usage donc d'un casque immersif. Bon, je suis pas très très convaincu donc de ça. Alors, et puis anxiété, on devient plus anxieux. On est mal à l'aise. Alors, on voit apparaître, alors maintenant, c'est quand même assez fou ça, le concept donc de viol virtuel. Alors, je ne dis pas n'importe quoi, hein. Il y a une affaire qui s'est produite donc, il y a quelque temps, une jeune fille de 16 ans, qui portait un casque donc, de réalité virtuelle de ce type-là, dans le cadre d'un jeu immersif qui s'appelle Horizon Worlds. Donc, il y a elle a été représentée par un avatar qui a été violé par une bande d'hommes adultes. Alors, vous me direz, ce sont des avatars, c'est pas grave. Ben, c'est pas vrai du tout. Parce que cette jeune fille a ressenti pratiquement les mêmes émotions qu'elle aurait pu ressentir si elle avait été véritablement violée physiquement. Et ça a donné lieu à des interprétations vraiment très anxieuses, hein. Et donc, c'est quelque chose, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on on le voit bien avec le cadre légal, c'est qu'en fait, on reproduit dans le virtuel des choses que l'on pourrait faire ou ne pas faire dans le monde réel. Mais
on peut ressentir exactement les mêmes inconvénients, hein. Et ça, c'est une réalité, hein. Il y a eu procès, et on en a énormément parlé, hein. De plus, les générations X, Y, Z vont passer à peu près plus de 4 heures. euh, Plusieurs enquêtes donc convergent sur ce plan-là d'ici à 5 ans. Donc 4 heures par jour dans un casque d'informatique spatiale. Ils vont devenir fous. Et cette fameuse dépersonnalisation, qui est une horreur absolue, que j'ai constatée, hein, vraiment constatée physiquement, enfin sur une personne en tout cas, et il y avait deux personnes, c'est presque de la schizophrénie. Vous voyez, il y avait la personne virtuelle et puis la personne réelle. Et la personne était malade, mais vraiment malade, perdue. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faudra au moins regarder d'un peu plus près, hein. Bon, et puis donc, moi je pense que globalement, si vous voulez, ces produits-là, ces outils-là, eh bien, vont entraîner donc une dégradation donc globale et forte donc des individus, d'où ce que je vous dis, il faut absolument s'en préoccuper maintenant, alerter les entreprises, les ressources humaines. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut faire maintenant avant qu'il soit trop tard, avant que les dégâts soient donc constatés. Bon, alors maintenant, vous me direz, est-ce que la question qu'on peut se poser, hein, je l'avais déjà évoqué ça, est-ce que les plateformes vont être assez puissantes pour nous imposer quand même l'usage de ces équipements donc spatiaux pour des applications professionnelles. Alors on parlera donc de métavers, mais les métavers c'est pareil, c'était beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, je me sens pas encore en ville, je suis dans mon bureau, il y a une réunion dans le bureau d'à côté, mais je vais y accéder virtuellement. Enfin, je suis pas complètement fou encore. Pas tout à fait, disons, hein. Bon, les métavers, pas avant 10-15 ans, mais ça viendra, vous savez. Ça viendra, mais pour des raisons bon, pas forcément très avouables, en particulier de la part des, on va dire, des fournisseurs et des plateformes. Bon, je crois que c'est pas une demande véritable, en gros, donc des usagers, hein. Alors, il y a beaucoup d'applications. Alors, les métavers globaux, ceux qui seraient en fait la cible de ces équipements, de ces fameux casques, ça marche pas du tout. Par contre, il y a des métavers qui sont bons, mais qui sont des métavers verticaux, qui traitent un domaine donné, un sujet donné. Alors les jumeaux numériques, on les avait évoqués, c'est les espaces clients pour les fameux showrooms pour montrer des choses nouvelles, des démonstrations, c'est des expositions permanentes, industrielles, hein, des expositions donc dans le domaine de la culture, des espaces de négociation, des illustrations touristiques. Ça, ce sont effectivement des métavers avec des casques qui marchent bien. Et puis là, on n'y passe pas quand même 15 heures par jour, hein, donc ça sera tout à fait supportable. Et je crois qu'effectivement, cet écosystème donc d'informatique spatiale pourrait s'augmenter, devenir de plus en plus important. Pourquoi? Parce que tout le monde s'y met. Nvidia fabrique maintenant des processeurs qui sont spécialisés là-dedans. Vous trouvez des ressources dans le cloud. Vous pouvez faire de l'informatique spatiale hybride entre votre casque et puis donc le cloud. Vous avez des langages de programmation maintenant qui sont dédiés, hein, pour traiter des aspects tels que la modélisation ou le rendu. Hein, on a fait des progrès fantastiques depuis le fameux VRML des années 94-95, toujours chez Apple, hein, pour décrire donc des scènes, hein. On a vu arriver donc des API spécifiques qui sont utilisables maintenant, bien souvent d'ailleurs en Python. On a fait des progrès assez extraordinaires dans le domaine de la miniaturisation donc des casques, parce que il y a 5 ans, pour mettre tout ce qu'il y a dans un Vision Pro, ça aurait représenté 35 kilos, hein. Alors 35 kilos sur la tête, je pense qu'au bout de 10 minutes, on en aurait donc assez. Et puis beaucoup de bibliothèques d'objets comme ça que vous pouvez ajouter. Bon, c'est quand même un mouvement très fort, hein. Je vous l'ai dit, il y a une interaction nette entre le casque, le métavers et puis les fameux IoT, donc les capteurs. On voit apparaître les premiers standards dont on avait quand même besoin, hein, avec, c'est vrai, des standards qui sont assez spécialisés donc par métier. Alors c'est un métier nouveau justement, hein, l'informatique spatiale, c'est un métier nouveau qui nécessite donc des compétences nouvelles. Je le reconnais, il est passionnant ce métier, c'est vrai. Mais bon, vous avez vu donc les conséquences que ça peut donc entraîner. Et en plus, il pourrait y avoir un gros problème donc de sécurité. Alors, du point de vue de la législation, c'est un désastre, hein. Il est devenu nécessaire, mais
La plupart des pays s'en préoccupent, mais en fait, ça n'avance pas beaucoup. Alors, il y a les blocages actuels, et entre autres l'ineffable RGPD qui, personnellement, m'agace prodigieusement, ne sont pas adaptés donc à ça. Je pense qu'il y a deux aspects donc à prendre en compte dans un futur cadre légal. C'est d'une part la protection contre les dérives dangereuses pour la santé, ce dont j'ai parlé donc aujourd'hui, et puis également le problème de confidentialité des données, parce que c'est pas parce que vous êtes dans un casque que le problème du traitement des données personnelles sera donc réglé. Donc, faire quand même attention à ça. Hein. Comment évaluer donc l'implication des plateformes? Si je deviens à moitié fou, c'est la faute à qui? C'est la faute au casque, c'est la faute à la plateforme qui héberge éventuellement une application, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de qui? Qui est responsable? Et entre autres, la responsabilité des plateformes. Et ça, faut pas l'oublier. Hein. Donc, vous voyez, au moment du harcèlement, il y a eu une affaire donc, de harcèlement donc, il n'y a pas très longtemps. Qui est responsable? On ne savait pas répondre, parce qu'il n'y avait il y avait pas de cadre légal pour ça. Et je pense que le mieux, pour arriver à s'en sortir, ça serait de fonctionner de la même manière qu'avec le monde réel, à condition de ne pas trop craindre le ridicule. Et donc, il faudrait adapter le monde réel aux spécificités donc, du virtuel. Alors, pour terminer sur cet aspect donc légal, en 2007, alors ça fait quelques années maintenant, hein, aux Pays-Bas, deux adolescents ont été condamnés pour vol pour avoir contraint un jeune garçon, à transférer une amulette, vous savez, une amulette rare, sur leur compte d'un jeu en ligne. Et cette amulette donc virtuelle avait été considérée comme un bien réel. Et c'est là où on voit avec vous savez, les fameux NFT, donc les produits non fongibles, c'est ça, hein, on est en plein dedans. Donc il faut absolument maintenant établir un cadre précis. Quelle distinction on va faire entre le réel et le virtuel? Et pour l'instant, c'est pas clair. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas se presser. Hein. Cela dit, donc vous avez quelques arguments donc ici. Hein. Cela dit, moi je pense quand même, et ça sera ma conclusion, qu'un jour viendra et je crois que ça sera quand même relativement proche, hein, peut-être 5, 10 ans à peu près, hein, où on mettra un casque comme on met aujourd'hui un bleu de travail ou des lunettes de protection. Après tout, pas grande différence entre des lunettes pour se protéger les yeux, enfin pas de grande différence, pas fonctionnelle bien entendu, mais on met des lunettes pour se protéger, ça paraît tout à fait normal. Bon, bah là c'est la même chose, on mettra donc un casque sur la tête qui sera extraordinaire, avec plein de choses dedans, voilà, et on le fera d'une manière relativement naturelle. Maintenant, moi, le signal d'alarme que je tire, c'est que la différence et que ces équipements, hein, des lunettes de protection, des choses comme ça, on peut les nettoyer, les lunettes, hein, il n'y a pas de souci. Alors que c'est quand même un peu plus compliqué si vous voulez nettoyer le cerveau et les yeux. Hein. Or, je pense quand même qu'il y a un risque qui me paraît évident, hein, quand même, de dégénérescence et de dégradation donc, de la santé. Et si le message la seule chose dont il faudrait se souvenir finalement donc aujourd'hui, c'est qu'il faudrait poser les questions dans l'entreprise. Je sais pas, une entreprise comme Hydro-Québec ou l'Auto-Québec ou l'EDF en France, les entreprises, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Est-ce qu'on se prépare à ça ou non? Ah non, la question. Voilà. Bien, la semaine prochaine, j'espère que vous serez très nombreux parce que je vais faire du tir au pigeon. C'est-à-dire que je vais prendre mon fusil et je vais tirer sur la programmation orientée objet et avec une mauvaise foi absolue, je vais dire qu'on s'est trompé. Voilà, en gros, c'est bon, disons ce que je pouvais dire sur ce sujet. Voilà. Donc, euh, voilà, donc j'espère que tout ce dont je vous ai parlé donc, vous a intéressé. Hein. Vous voyez, c'était assez général, c'était un peu médical, mais c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Hein, comme si il n'y a pas de problème. Ben, moi, je pense qu'il va y en avoir des problèmes. Et à mon sens, les problèmes seront beaucoup plus graves que ce qu'on a pu donc, imaginer jusqu'à maintenant. Voilà donc, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais vous souhaiter, donc d'abord, je vous remercier donc de votre attention, vous remercier donc d'être présent. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez
n'hésitez pas à me contacter. Je vous signale d'ailleurs que vous pouvez vous abonner si vous voulez sur notre chaîne YouTube, hein, Le Marçon, et vous avez actuellement 80 vidéos qui sont à votre disposition sur toutes sortes de thèmes, et celle-ci sera disponible à la fois sur notre site internet et également donc sur YouTube dès demain donc, ou après-demain. Merci infiniment pour votre attention et je vous souhaite bien du plaisir avec des environnements immersifs que vous n'allez pas manquer d'exploiter. À bientôt pour en reparler.